Bonjour et bienvenue à votre émission sportive régionale Sport 9 Laval. Émission qui vous présente les réalités du milieu sportif lavallois et où l'on aborde le sport différemment. Cette semaine, on retrouve Ashley Germain, membre du club dynamique de Laval. Alors si vous êtes prêts, on lance ça maintenant. Salut Ashley, bien content de te retrouver, l'expert aussi, collaborateur à cette émission-là, content de vous retrouver, ça va bien? Oui. Bon, Ashley, écoute, depuis notre dernière rencontre, dis-nous, donc, je vois qu'il y a une belle couleur de chandail, dis-nous donc les bonnes nouvelles, qu'est-ce qui s'est passé plus dernièrement, plus précisément? Oui, il y a environ un mois, j'ai été commanditée au fond par Saputo. Puis je suis vraiment contente au fond parce que ça m'aide à me pousser plus dans mon sport, à persévérer encore plus. Donc le fait d'avoir un petit coup de pouce, c'est toujours plaisant. J'imagine que c'est intéressant d'avoir justement le support, le soutien. C'est une bourse, c'est quelque chose que tu as Oui, reçu? c'est une bourse. OK, donc ça te permet, comme tu dis, est-ce que ça te permet d'aller peut-être faire de nouvelles compétitions, des compétitions que tu pensais pas faire? Oui, ça m'a aidé à aller faire des compétitions, par exemple, à l'extérieur, pas rester juste au Québec, un peu partout dans le Canada. Donc, mais félicitations. Merci. Et puis, au niveau de tes réalités, là, au niveau de ta préparation, tes compétitions, où on en est? J'ai déjà eu une compétition, maintenant c'est plus dans les pratiques. Okay. Puis les prochaines compétitions au fond, sont à venir. C'est pas tout de suite. Et donc, est-ce que tu rencontres, là, en ayant un focus un petit peu plus au niveau de l'entraînement, est-ce que tu as des réalités ou des problèmes ou des difficultés que tu rencontres plus spécifiquement? Des problèmes, non, j'en ai pas vraiment. Peut-être encore les genoux. Mais non, sérieusement, tout va bien. Ça se passe comme je veux. Et puis, qu'est-ce qui représente là, actuellement un besoin ou comment est-ce qu'on peut t'aider, nous, là, cette semaine dans ta préparation? Peut-être au niveau de la nutrition. Parce que moi, exemple, ça arrive des journées, exemple, je vais déjeuner, puis exemple, quelques heures après, je vais juste souper, mais je vais manger entre-temps des collations, puis là, je manque mon dîner. Fait est-ce que c'est grave? Je veux dire, est-ce qu'il faut vraiment mes 3 repas consistants ou, je veux dire, les quelques collations que je prends, ça peut remplacer? Donc, c'est ça, dans la réalité, Nicolas, où souvent les athlètes vont avoir aussi les horaires d'école, d'activités autres. J'imagine que ça peut représenter un défi important de se structurer au niveau de l'alimentation. Oui, tout à fait. Comme tu dis, la structure au niveau de l'alimentation est très importante. Il faut essayer d'avoir quelque chose de plus stable possible. Tu me posais la question, est-ce que juste prendre 2 repas, le déjeuner, le souper, est-ce que c'est adéquat? C'est sûr que dans un monde idéal, on peut aller chercher 3 repas par jour, des repas complets et 3 petites collations. Pourquoi qu'on veut des repas complets? C'est vraiment parce que quand on mange, par exemple, au dîner ou au souper, on recommande souvent un truc facile qu'on donne aux clients, c'est de viser la paume de la main. Donc, quand on mange la paume de la main de viande, volaille, poisson, on va chercher quand même un 3-4 onces de viande, volaille, poisson, comme je dis. Donc, facilement entre 20 et 25 grammes de protéines à ce repas-là. Et en plus, on va avoir chercher des légumes, donc vitamines, minéraux, des fibres. Donc, si on saute un de ces repas-là et qu'on prend des collations, ça va être là le défi vraiment aller chercher, la quantité adéquate de protéines, puis aussi aller chercher des vitamines, des minéraux qu'on irait chercher dans les légumes, par exemple. Au niveau des glucides, c'est pas si mal parce qu'on est capable d'aller chercher des fruits, des produits céréaliers, des choses comme ça. Mais vraiment, aller chercher les besoins totaux de la journée en protéines, c'est un très grand défi. Donc, ça prend de très bonnes collations. Par exemple, ça peut être des produits laitiers, fromage, yogourt, lait, poisson de soya aussi qui peuvent rentrer là-dedans. Ou ça peut être des noix qu'on peut intégrer avec des fruits. On veut toujours aller chercher une source de protéines avec une source de glucides. Sinon, on peut prendre des barres tanks qui sont plus riches en protéines ou on avait déjà parlé de suppléments, mais ça, c'était plus aux alentours de l'entraînement.
Donc moi, ce que je recommande beaucoup, c'est vraiment d'essayer d'avoir une bonne structure, de revenir à 3 repas par jour, même si, à la limite, le repas est plus petit, on essaie d'avoir quand même, de prendre cette habitude-là pour aller chercher une belle variété en ayant un repas complet, donc notre source de protéines, notre source de glucides. Parce que j'imagine aussi, Nicolas, dans la dynamique, souvent, la collation elle est plus prise sur le pouce que le repas où on peut le prendre rapidement, mais au moins on va avoir un temps d'arrêt dans notre journée. Donc, oui, au niveau de ça se fait plus rapidement, donc si ça se fait plus rapidement, comme tu dis, on n'a pas nécessairement peut-être tous les bons aliments ou tous les aliments nécessaires pour bien se placer au niveau nutritionnel. Donc, j'imagine que ça peut être aussi une autre préoccupation de dire, ben OK, je vais remplacer un repas par des collations, c'est que ça se fait rapidement, donc il y a nécessairement des lacunes au niveau des nutriments. Oui, bien c'est sûr que c'est plus rapide, c'est plus accessible, comme tu le disais, des fois on ne prend pas le temps de manger, mais donc on prend des collations rapidement. Et là, ça va être plus difficile. Si je reviens encore une fois avec les protéines, ça va être plus difficile d'aller combler nos besoins à ce niveau-là. Ça va être plus les collations, ça va être souvent un fruit, comme je disais, une barre tendre, muffin, biscuit ou des choses comme ça. Beaucoup de sources riches en énergie, oui, mais pas riches en protéines, pas toujours riches en fibres, quoique dans les fruits, il peut y en avoir, tout dépendant des produits céréaliers, mais c'est vraiment les protéines à ce niveau-là. Et prendre le temps quand même de manger, comme que tu le dis, c'est vraiment important pour développer des bonnes habitudes alimentaires, avoir des repas complets. Et comme je disais, les journées, c'est sûr qu'il y a des journées d'entraînement où on est plus serré, là, c'est moins grave. On essaie de se rattraper dans les journées où on va avoir moins d'entraînement, moins de sport. Je pense, comme tu l'as déjà mentionné aussi, c'est de regarder une semaine. Des fois, on peut regarder sur une plus longue période, justement, pour stabiliser ou combler les lacunes ou reprendre certaines manquements qu'on a eu dans certaines journées pour revenir à justement équilibrer. Donc, c'est peut-être pas de regarder une période seulement de 24 heures, mais ça peut prendre 2-3 jours ou un week-end en pensant à cette perspective-là. Exactement. Dans un précédent épisode, on avait parlé un peu les journées d'entraînement ou de sport, on a besoin de beaucoup d'énergie. Donc, comme je disais, c'est plus difficile de manger. On y va plus avec des collations complètes. Et on essaie de récupérer le restant de la semaine lorsqu'on a plus une horaire normale avec des bons repas pour compléter. Donc, maintenant qu'on sait, c'est simplement peut-être de s'organiser un petit peu plus ou de planifier un peu plus. C'est un peu comme on le fait par rapport à nos entraînements, et qu'on planifie nos repas pour s'assurer que... C'est-à-dire que l'énergie qu'on va avoir, on va la gagner pour la passer à l'entraînement. Ouais. Parfait. Donc, Ashley, tu me mentionnais tantôt un petit peu avoir peut-être un petit problème avec les genoux, un petit peu de mal aux genoux. Est-ce que tu t'as changé ton volume d'entraînement, tes intensités? Y a-t-il quelque chose qui s'est passé à ce niveau-là? Parfois, un problème de genoux, ça part, ça revient. Mais aussi, c'est que je fais beaucoup d'activités physiques. En plus des 3 jours sur la piste, en athlétisme, je fais 2 jours au basket et 3 jours en musculation. Okay. Donc, mon volume est quand même élevé en activité physique. Donc, c'est pour ça que je me demandais si ça peut nuire, si c'est grave que je fais autant d'activité physique. Donc, j'imagine que ça représente un défi de tout gérer ces horaires-là. Puis justement, au niveau de ne pas surtaxer au niveau physique. Effectivement. Trop d'activités, c'est pas nécessairement bon. Athlétisme, basketball, musculation, il faut savoir doser un peu tout ce qu'on fait par rapport à ça. Souvent, dans le niveau compétitif, on fait un sport et on s'entraîne en prévision de ce sport-là. En ajoutant un deuxième sport, on ne peut pas doubler la charge d'entraînement. Il faut juste modifier nos horaires, modifier l'entraînement pour subvenir aux demandes des 2 sports. Si tu doubles ton entraînement, c'est sûr qu'à la fin de la semaine, tu as une charge, une intensité qui est beaucoup trop élevée pour ce que le corps peut accepter. Le corps, oui, peut augmenter jusqu'à un certain point, accepter une certaine charge d'entraînement, mais dépasser un certain point, l'entraînement sera plus efficace, on va plus se fatiguer qu'autre chose. C'est là qu'on se dirige vers des risques de blessures, des potentielles blessures, ou qu'on peut justement surtaxer les genoux, amener des douleurs ou entretenir certaines blessures aussi à ce moment-là. Le corps, si on veut, on peut l'imaginer comme une courbe. Il y a un niveau où l'entraînement ne sera pas efficace si on n'en fait pas assez. Ça veut dire qu'on va rester stable. On peut même diminuer nos capacités si on ne s'entraîne pas assez. Après ça, on est dans la phase où justement l'intensité, la charge est adéquate, où on va avoir un gain de performance, une augmentation de nos capacités, soit à musculation, cardio ou plusieurs phases qui peuvent être entraînées, qui peuvent augmenter en termes de performance, si on veut. Dépasser un certain niveau,
c'est là que on n'est plus efficace. On s'entend, on n'a plus d'augmentation des performances, puis jusqu'à un certain point, on peut réduire nos performances parce que le corps est plus capable de subvenir aux besoins de l'activité en tant que telle. C'est là que souvent, on va avoir des blessures de surentraînement. C'est pas nécessairement un contact là, qui va créer la blessure, dire hey, je me suis trop entraîné, j'ai eu un contact, c'est parce que je me suis trop entraîné. Non, pas nécessairement. C'est surtout des blessures de surutilisation qu'on appelle. Le corps qui n'est pas capable de subvenir aux besoins de cet entraînement-là. Que les lésions s'accumulent tranquillement. Puis là, une blessure se forme. Puis Est-ce que cette surutilisation-là, ce surentraînement-là peut être présent même si je suis dans deux sports complètement différents où j'aurais pas un... Oui. Donc, oui. c'est pas parce que... Je pense à Ashley dans sa situation où elle court, puis elle fait du basket, donc là, elle sollicite extrêmement ses genoux, ses jambes, mais je sais pas si elle ferait de la natation puis de l'athlétisme. Est-ce qu'on pourrait quand même avoir ce principe de surentraînement-là? Oui, mais c'est différent. Okay. Si on compare, par exemple, athlétisme, basketball, les jambes... À tout moment, on court, on est tout le temps en train de demander beaucoup de charges à la musculation des jambes. Si on transfère sur, par exemple, natation, qui est un peu moins demandant au niveau d'impact, de charge au niveau des jambes, c'est différent. C'est pas une addition qui est pareille. Okay. 2 heures, ça fait 4 heures. C'est pas pareil du tout, mais il faut comprendre quand même que les jambes ont besoin de travailler et que le corps, en général, travaille peu importe l'activité. Au basketball, oui, les bras travaillent un peu moins, mais il reste que le corps, en général, ça demande beaucoup au niveau cardiaque, au niveau pulmonaire. Ça aussi, ça a un impact en général sur le corps. Donc, oui, le calcul est différent, mais il faut quand même comprendre que c'est pas je cours puis je fais de la natation. C'est 2 sports différents, je peux doubler ma semaine. Non, c'est pas ça. Le calcul est différent, mais il faut prendre en considération que ça reste une demande au corps en général. Donc, c'est vraiment de regarder un peu en ce sens-là la demande globale, générale que le corps... auquel on fait par rapport à notre corps. Exactement. Donc, j'imagine que ça représente encore dans la situation d'Ashley un défi de pouvoir tout amalgamer ça puis s'assurer que j'ai pas des pertes dans mes performances. Exactement. Donc, est-ce que tu vois comment... Est-ce que j'imagine aussi, puis ça doit être une réalité de voir, quand on regarde performance aussi, les pressions ou les demandes des entraîneurs ou des équipes, des coéquipiers. J'imagine comment tu vois cette situation-là. C'est sûr que je vais devoir peut-être doser les entraînements pas intenses en basket puis après intenses en athlétisme. Il va falloir faire un équilibre entre les deux. Donc, un meilleur équilibre. Oui, exactement. Donc, bien voir un meilleur horaire. Meilleure façon de planifier les pratiques. Et je pense que c'est aussi important dans cette dynamique-là où on a un athlète qui est multidisciplinaire, tant au niveau de son sport de compétition comme l'athlétisme que faire d'autres disciplines comme le basket, c'est de faire connaître et comprendre aux entraîneurs cette réalité-là. Je dois performer, j'aime un autre sport ou j'aime participer à un autre sport. Donc, il faut être conscient parce que des fois, il se traîne les pieds ou il n'est pas aussi... intense dans ses entraînements, mais c'est parce qu'il y a aussi d'autres demandes qu'il fait que peut-être d'autres joueurs, d'autres athlètes avec lesquels il n'a pas à gérer. Donc, je pense que c'est aussi un message que tu peux donner, transmettre pour que justement on puisse comprendre un peu plus tes réalités à toi. Ça. Donc, Ashley, on se retrouve à une période où tu fais un focus un petit peu plus important sur tes entraînements au sort d'une compétition. Justement, est-ce que ça peut représenter un défi de gérer l'horaire d'entraînement? Tu parles de plusieurs sports aussi, puis de se préparer pour une compétition. Comment est-ce que tu le vois, toi, de cet élément-là? Bien, c'est sûr que peut-être une semaine environ avant les compétitions, par exemple, j'irai pas à des pratiques de basket ou... En athlétisme, on va peut-être réduire un peu le niveau, mais je me demande est-ce que c'est vraiment nécessaire ou je continue mes entraînements comme à la normale, puis c'est ça. Donc, Maryse, au niveau de justement la préparation d'une compétition, comment est-ce que ça doit gérer? Est-ce que j'imagine ça doit gérer pour un athlète de s'assurer que justement j'arrive, on parle souvent de cycle pour les préparations, pour les compétitions importantes. Donc, j'imagine que ça devient un élément qui doit être considéré comme important pour Ashley. Oui, tout à fait. Ashley, tu parlais de réduire tes entraînements de basket dans la semaine précédente d'une compétition, surtout si c'est une compétition avec une certaine importance où tu sais que tu vas
pousser vraiment à fond. C'est évident qu'il faut gérer les entraînements avec les autres disciplines ou même tes entraînements en musculation, peut-être les modifier un petit peu dépendamment du jour de ta compétition, aussi les épreuves auxquelles tu vas participer. Ça a un impact aussi. J'ai un entraîneur de gymnastique avec lequel je travaillais qui me disait toujours... Tu sais, une semaine avant ta compétition, c'est pas le temps d'aller chercher des gains puis de travailler. C'était le temps avant. Une semaine avant ta compétition ou approximativement, dépendamment de l'importance de ta compétition, si tu as un déplacement à faire aussi, un voyagement en avion, en voiture, ça peut avoir un impact aussi sur le temps que tu vas te donner pour récupérer puis être vraiment à 100% physiquement et mentalement aussi. Pour ta compétition, parce qu'il faut faire attention de ne pas s'épuiser, de ne pas prendre nos réserves d'énergie. Il faut plutôt les refaire et s'assurer qu'on arrive avec toutes nos capacités physiques lors de la compétition. Est-ce que c'est quelque chose déjà que tu fais un petit peu à travers tes entraînements? Oui, sur la musculation, on va peut-être descendre un peu la charge des poids. Donc, oui, c'est quelque chose que je fais. Excellent, c'est super. C'est super d'en prendre conscience, puis aussi apprendre à te connaître pour savoir comment tu te sens, toi, en pleine possession de tes moyens avant une compétition, c'est important. C'est-à-dire que peut-être que, disons, ta collègue à l'entraînement va avoir besoin de maintenir l'intensité, d'en faire un petit peu plus pour sentir qu'elle est confiante puis qu'elle se sent bien. Peut-être que toi, ça va être un petit peu moins. Tu as besoin d'être plus... tu sais, pas y aller à fond à tes entraînements, réduire, mais dire, OK, je me sens... Je place mes pas, par exemple, je place mes marques. Donc, c'est des choses comme ça qu'on va travailler un petit peu plus avant. Ou on va même essayer d'être le plus possible représentatif de la situation de compétition. C'est-à-dire se mettre dans l'ambiance de l'événement qui s'en vient. Donc, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire aussi. Encore là, c'est dans une perspective où on essaie d'arriver le plus près ou d'avoir le sentiment d'être le plus près. Exactement. Je pense que ce qui est important dans ce que tu mentionnes, c'est aussi de considérer justement le voyagement ou les déplacements ou l'organisation avant la compétition. Donc, c'est peut-être des nouvelles réalités avec lesquelles certains athlètes, on va oublier ces éléments-là. On va simplement essayer de peut-être regarder au niveau du volume, de l'intensité, mais j'ai un déplacement en avion ou j'ai un déplacement en voiture d'un 5, 6, 8 heures, ça va avoir un impact. Ce que tu dis, c'est que ça va avoir un impact justement au niveau physique. Là. Totalement. Puis c'est aussi important de te maintenir active, par exemple. On ne voudra pas que 7 à 10 jours avant un événement, on n'ait pas été fait d'entraînement sur piste ou qu'on n'aura pas, si c'est pas possible. Tu sais, quand il y a un déplacement vraiment important, des fois, ça va être même de faire une préparation physique dans la chambre d'hôtel quand c'est le cas. Des fois, c'est ça qui est disponible, mais juste de maintenir son niveau d'activité, c'est quand même super important. On ne veut pas être à zéro d'entraînement là, pendant 7 à 10 jours avant une compétition parce qu'on va perdre les repères, on ne sentira pas qu'on est en pleine possession de ses moyens physiquement. Donc, c'est pas de stopper complètement la machine, c'est juste de la rouler un peu sur... de maintenir certains acquis. Puis tu parlais justement de ne pas bâtir, de ne pas vouloir aller chercher une amélioration ou un gain dans cette période-là, parce que de toute façon, on arrive proche. Quand on est proche d'une compétition, même si je fais un peu un lien avec au niveau de la préparation mentale, c'est ça, c'est qu'on veut aller chercher cette perception d'être « OK, j'ai tout fait ce que j'avais à faire. » Exactement. J'ai tout fait ce que j'avais à faire, je maintiens mes acquis, j'ai les capacités, j'ai les habiletés, donc je suis prêt à faire la performance. Donc, on veut consolider cette perception-là, mais c'est en ayant, en quelque sorte, en trouvant notre propre recette aussi. Tu mentionnais de trouver sa façon de se préparer, que tu vas arriver et dire, OK, bon, ben, je sais qu'il faut que je réduise, je sais qu'il faut à quel niveau je dois descendre ou à quel niveau je dois réduire mes intensités, mais au fur et à mesure, au fur et à mesure de ta carrière, tu vas aussi peaufiner justement cette préparation possiblement chez toi pour dire, OK, bon, ma recette, je la connais, je sais que je dois peut-être une ou deux journées avant ma compétition me repartir pour garder ces acquis-là au niveau physique. Exactement. On veut éviter le doute de faire une mauvaise séance d'entraînement, que tu t'es dit, cette séance-là est tellement importante, il faut que j'aille chercher ça, trop proche d'une compétition où tu n'as pas le temps de te ramener si ça s'est pas bien passé. Puis là, tu doutes en te disant, bien, j'ai fait un mauvais entraînement, j'ai pas fait mes temps, j'ai pas fait mes distances, puis partir à ta compé avec ce doute-là quand tu n'as pas le temps de te racheter dans une période trop courte. Là. Ça, c'est un problème qu'on voit beaucoup. Puis souvent, on a cette perception-là de dire, je vais en prendre un autre, ou il me semble
semble si j'avais un autre 2 heures sur la piste, il me semble si j'avais un autre. Mais c'est parce qu'à un moment donné, on a atteint un certain niveau où non, ça servira à rien, ou peut-être la seule chose que ça va servir, c'est insérer des questionnements ou des doutes sur savoir à quel point je suis prêt. Donc, c'est simplement, en quelque sorte, faire confiance à notre recette, trouver notre recette, puis l'appliquer pour arriver prête physiquement aussi au niveau de tes compétitions. Donc, je pense que tu es mieux outillé là, à partir de maintenant pour t'en aller dans cette direction-là. Exactement. Parfait. 2. Alors Ashley, on est justement on revient d'une compétition, on va peut-être augmenter le volume d'entraînement, l'intensité au niveau des entraînements. J'imagine que la fatigue peut s'installer, j'imagine que on est peut-être un peu plus à la recherche de se trouver des façons de se reposer ou de se réénergiser aussi. Donc, est-ce qu'il y a des techniques ou des activités que tu fais en ce sens-là? Ben, je dirais que pas vraiment. C'est sûr que j'écoute la musique, je relaxe, des fois je peux lire, mais aussi j'ai déjà pensé à du yoga. Je sais pas si le yoga pourrait m'aider à me retrouver, à relaxer, donc ouais. Donc, c'est sûr qu'au niveau de l'activité comme le yoga, ce qui est important en quelque sorte pour un athlète, que ce soit par le yoga, que ce soit par des séances de relaxation, c'est en quelque sorte, c'est de se ressourcer. C'est de revenir à dire, bon, ben, je vais prendre une pause dans tout ce qui est au niveau physique, mais aussi tout ce qui est au niveau mental. Donc, quand on regarde par rapport à la préparation d'un athlète, souvent, on est dans la sollicitation. Oui, on est au niveau physique, mais compétitionner, c'est aussi exigeant mentalement, de toujours avoir à se dépasser, de toujours à travailler peut-être dans le doute, à travailler à gérer la douleur, gérer la pression d'une compétition. Donc, souvent, c'est que ce soit par le yoga ou que ce soit pour une autre activité, c'est simplement j'ai besoin de rien avoir comme stimuli, tant au niveau physique que mental. Donc, c'est simplement de me permettre d'être là dans le moment présent. Je pense qu'avec le yoga, ça peut être une bonne alternative parce que c'est justement axé sur cette présence-là du ici-maintenant, cette présence-là sur aussi d'essayer de calmer tout ce que je peux avoir comme préoccupation, comme stimuli, comme stresseur. Donc oui, sauf que moi je dirais c'est toujours aussi important de se trouver une activité qui va coller à ma personnalité. Il y a aussi différentes disciplines à l'intérieur même du yoga qui peuvent, on a vu plus dernièrement les yoga shows qui ont pris en popularité, donc c'est peut-être pas quelque chose qui peut avec laquelle tu peux connecter. Donc moi je te dirais, si tu veux essayer une activité comme le yoga, oui, va voir différentes écoles, va voir différentes façons, il y a différentes façons de le pratiquer, donc tu peux essayer, mais c'est vraiment de trouver toi une activité qui va te permettre de calmer pour repartir la machine. Tu sais, tantôt on parlait au niveau de la préparation physique, de comment pouvoir gérer avant une compétition un peu l'intensité puis le volume. C'est aussi au niveau mental d'arriver à pouvoir, OK, j'ai pas de demande, j'ai pas d'exigence parce que pour performer, pour être en mesure de progresser dans mes compétitions, dans mes performances, parce que moi j'utilise souvent le principe du gradateur ou du dimmer. Il faut que je sois capable de jouer à dire OK, je me repose, non, je compétitionne. OK, là, j'essaie de me trouver en quelle zone je dois être pour être super performant. Donc à ce moment-là, ça me prend des moments où je vais être en mesure de dire OK, ben, oui, je suis dans une période où je m'entraîne bien, donc oui, mais qu'est-ce qui t'a amené à peut-être vouloir t'en aller vers le yoga? Ben, c'est une activité que j'ai toujours été curieuse, exemple. Je sais pas, ça vient me chercher peut-être le fait de relaxer. Je m'y connais pas vraiment beaucoup, donc c'est pour ça que j'étais un peu curieuse, mais c'est ça. Donc, c'est dans cette dynamique-là. Si ça t'interpelle, si pour toi, il y a un intérêt pour ça, c'est va voir, puis comme je disais tantôt, essaie de peut-être de trouver différentes écoles ou différentes qui risquent d'être un peu plus connectées à tes réalités ou à tes intérêts, mais c'est sûr que
encore là, le yoga va t'amener à te calmer, va t'amener à prendre un moment pour se poser, prendre un moment pour, tant au niveau physique que mental, relaxer. Et c'est ça qui est important. C'est souvent que ce soit dans la performance, que ce soit dans je pense au niveau de la réhabilitation ou même au niveau des gains au niveau physique, je pense que la période du repos est laissée de côté par bien des athlètes. Je ne sais pas si vous partagez un peu cette perspective-là. C'est que souvent, on se dit, ben non, il faut que je m'entraîne 1 heure de plus, il faut que j'aille chercher cet entraînement-là de plus. Non, j'ai bien aimé tantôt ton principe de la courbe par rapport à l'entraînement, puis je pense que c'est un peu ça aussi. C'est qu'il faut que je sois capable de jouer du bas au haut de ma courbe. Puis pour faire ça, je ne peux pas être toujours la pédale dans le tapis, en quelque sorte. Il faut que je sois capable de me donner un peu et donc, dans cette dynamique-là, de prendre un temps de repos, encore là, que ce soit avec du yoga ou simplement des séances de relaxation. Pour moi, c'est de trouver, encore là, trouver ta propre recette, trouver ta façon qui va te permettre à toi de dire, OK, j'ai la possibilité de fermer ces éléments-là. J'ai la possibilité de décrocher de mon environnement de compétition pour que je sois en mesure de me réénergiser puis je sois en mesure de revenir à ce moment-là beaucoup plus forte au niveau de ma compétition. Qu'est-ce que tu fais peut-être actuellement qui te permet d'avoir, sans que ça soit du yoga, mais qui te permet d'avoir ce temps d'arrêt-là? Comme je disais, la lecture, la musique, j'étais vraiment limitée là, dans mes choix parce que justement, je connais pas vraiment les autres variantes. Enfin. Ben, moi, encore là, je vais t'inviter à ce moment-là d'essayer cette technique-là. Puis d'aller voir différentes écoles. Moi, je sais que ça m'a pris quelques essais pour aussi trouver la bonne personne, la bonne école pour que ça vienne rejoindre un peu ce que je recherchais. Mais je suis convaincu que d'aller au-delà de simplement la lecture ou la musique, puis de vraiment couper, ça va te permettre de bien te réénergiser par rapport à ça. Parfait. C'est bon? Donc, tu as un bon plan avec les différents éléments qu'on t'a présentés aujourd'hui. Oui, je sais qu'il faut que je dois être autant prête mentalement que physiquement. J'ai toutes mes idées en tête. Parfait. Donc, je te remercie de ta visite aujourd'hui, mes chers collaborateurs aussi. J'apprécie toujours les perspectives que vous pouvez présenter à nos athlètes. Vous voulez en savoir plus sur notre émission, je vous invite à aimer la page Facebook, le TVRL, ou encore à nous suivre sur notre fil Twitter @Sport9Laval. Ainsi, vous pourrez questionner nos professionnels, nos experts directement. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie de votre présence. Je vous dis à la semaine prochaine.